On racontait qu'il existait un homme, l'aîné inutile de la maison comtale d'Eperdium. On le disait incontrôlable, enfermé dans sa chambre malgré son titre de maître d'épée. Beaucoup le jugeaient fou et inutile. Cet homme fou s'appelait Ghislain Perdium. À cet instant, un chevalier en armure, tremblant de douleur, songeait à l'impensable. Il venait d'être vaincu par ce rebut humain qu'il méprisait. Lui, le plus grand chevalier du Nord, avait chuté face à ce fils déchu. Tout près de lui gisaient les corps de plusieurs de ses compagnons d'armes. Tandis que ses forces s'échappaient, une silhouette s'approcha. Une voix glaciale lui demanda si l'endroit lui semblait confortable et chaleureux. L'homme en armure, tenant une hache imposante, expliqua qu'il avait dépensé une fortune pour ses pièges. Son regard tranchant transperça le chevalier blessé, à qui il demanda s'il appréciait le décor. La rage envahit le chevalier. Que ce déchet de Ghislain ait pu ourdir un piège contre lui paraissait inconcevable. Haletant, il lui cria s'il avait découvert son plan à l'avance. Ghislain s'avança alors, et de sa voix froide déclara qu'il savait tout, le nombre exact d'assaillants, les noms des espions, l'identité de ceux qui avaient apporté des renforts. Tout. Le chevalier n'était qu'un pantin dans sa main. Le malheureux refusa d'admettre cette vérité. Hurlant, il exigea de savoir comment un incapable pareil pouvait être si bien informé. Avant même qu'il ne termine sa phrase, Ghislain lui asséna un coup de pied au visage et lui ordonna de se taire. Ôtant son casque, il proclama que l'ennemi pouvait continuer ses tentatives d'invasion, mais qu'il triompherait toujours, de cette guerre comme de la suivante. Puis, avec un sourire cruel, il demanda au chevalier s'il voulait connaître la raison de ses victoires à venir. « Parce que tous les plans sont miens », révéla-t-il. La scène se dissipa, et le récit nous transporte un an plus tôt, dans un camp de soldats du royaume de Lutania, non loin du domaine Perdium. Ghislain ouvrit les yeux dans une tente, stupéfait d'être encore en vie. Ses doigts se portèrent aussitôt à sa gorge. Sa tête était toujours là. Pourtant, il se souvenait clairement d'un autre lieu, d'un combat désespéré. Il revit l'instant où un chevalier fit voler son épée, l'obligeant à cracher du sang avant de tomber à genoux. Devant lui se dressait un homme aux cheveux rouges, drapé dans une armure d'or. Ce chevalier, l'un des 7 plus puissants du continent, déclara que tout était fini pour Ghislain, lui-même connu comme le roi mercenaire. Avec un sourire triomphal, il annonça la fin de la guerre. Cet homme n'était autre que le noble chevalier Idun, l'un des 7 invincibles. Pointant sa lame sur Ghislain, il lui demanda ses dernières paroles. Ghislain avoua seulement regretter de ne pas avoir accompli sa vengeance. Haletant, il ajouta qu'il espérait sa mort prochaine. Idun éclata d'un rire cruel. Il le traita d'arrogant et, avec un malin plaisir, révéla qu'il savait qu'il n'était autre que le fils aîné du défunt comte Perdium. Il rappela qu'après la mort de sa sœur, Ghislain avait quitté sa famille. Surpris, Ghislain demanda comment un chevalier venu d'un autre royaume pouvait connaître de tels détails. Idun répondit qu'il ne devait pas s'en étonner. Il avait jadis consacré des efforts colossaux à le traquer. Puis, arborant un sourire diabolique, il lui apprit que c'était lui, avec la maison Delphin, qui avait orchestré la chute d'Eperdium. Le souffle de Ghislain se coupa. Ainsi, d'autres que le duc Delphin avaient contribué à anéantir sa lignée. L'épée d'Idun effleura sa gorge. « Inutile d'en savoir plus, dit-il. Tu mourras de toute façon. » Ghislain gronda qu'il ne lui pardonnerait jamais. Mais le noble n'écouta pas. D'un seul mouvement, il trancha sa tête. De nouveau, la scène se brisa, et l'on revint au présent. Ghislain s'approcha d'un tonneau rempli d'eau et contempla son reflet, cherchant à confirmer que sa tête reposait bien sur ses épaules. Tout ceci défiait l'entendement. Était-ce une hallucination ? Il constata aussi qu'il paraissait plus jeune. Regardant autour de lui, il songea qu'on l'avait peut-être capturé et utilisé comme cobaye par des mages. Dans un murmure intérieur, il jura que ces arrogants sorciers regretteraient de l'avoir gardé en vie. Ses yeux se posèrent sur une épée, posée près du tonneau. Tandis qu'il réfléchissait, une voix l'interpella, « Jeune maître ». Un soldat pénétra dans la tente. C'était Ricardo, homme d'armes au service d'Eperdium. Il l'invita à sortir, assurant qu'il savait qu'il était éveillé. Avant qu'il ne puisse avancer davantage, Ghislain surgit derrière lui et appuya une lame sur sa nuque. Avec gravité, Ghislain déclara qu'il le laisserait partir s'il répondait correctement à ses questions. Ricardo, sans se démonter, lui répondit qu'il dépassait les bornes. La désinvolture de ce ton étonna Ghislain. Comment pouvait-on réagir ainsi en étant menacé ? Il lui demanda de s'expliquer. Ricardo le repoussa et lui révéla qu'il s'était simplement effondré, épuisé par une crise de colère, avant de s'endormir. Médusé, Ghislain écouta. Le soldat, touchant son propre cou, lui demanda s'il avait tout oublié. Il lui rappela qu'il s'était emporté en exigeant de mener un raid contre les orques.
Ghislain le traita de fou, refusant d'entendre davantage. Mais Ricardo ramassa un sac et lui ordonna de préparer ses affaires. On les attendait. Inquiet, Ghislain lui demanda où il se rendait. Ricardo, en passant devant lui, répondit qu'ils allaient au domaine Perdium. Le souffle de Ghislain se figea. Il l'empoigna brutalement, exigeant qu'il répète. Le domaine Perdium, celui qui avait été détruit, la scène nous amène peu après, et Ghislain apparut au sommet d'une falaise. Devant lui, au loin, s'élevait le domaine. Aucun doute, c'était bien la demeure des Perdium. Ghislain ne comprenait pas pourquoi le domaine paraissait intact. La dernière fois qu'il l'avait vu, il n'en restait que des cendres. À ses côtés, Ricardo s'approcha avec inquiétude et demanda à son jeune maître s'il avait fait un cauchemar. Il affirma qu'il ne pouvait croire que Ghislain ose appeler leur maison « déchue » et l'avertit que le comte le chasserait s'il l'entendait. Pourtant, Ghislain demeurait persuadé que rien n'était réel. Peut-être rêvait-il encore? Il se pinça la joue, cherchant à se réveiller. Mais la douleur le frappa aussitôt. Tout cela existait bel et bien. Son visage rajeuni, la vision intacte du domaine, il comprit, il avait été projeté dans le passé. À cette époque de sa jeunesse, où Ghislain avait méprisé sa propre maison. Son immaturité, nourrie par un sentiment d'infériorité, l'avait conduit à multiplier les fautes. Peu à peu, on l'avait évité, rejeté. Incapable de supporter les critiques, il avait fui. Des années plus tard, il devint mercenaire, survécut à d'innombrables batailles, perfectionna ses compétences et parvint à se forger une réputation redoutée. Alors, pensant réparer ses erreurs, il revint chez les siens, mais ne retrouva qu'un domaine réduit en poussière. À présent, en contemplant l'étang d'Esgard de sa famille qui flottait encore, Ghislain comprit que tout était là. Tous ceux qu'il avait perdus existaient encore. Il éclata d'un rire dément, ivre de joie. L'envie de chanter l'envahit. Pourtant, il se ravisa, trop tôt pour se réjouir, car un souvenir le frappa de plein fouet. Ricardo avait évoqué une expédition contre les orques. Il n'oubliait pas ce jour de son ancienne vie, celui où la quasi-totalité de l'escouade fut massacrée. Alors, jeune et orgueilleux, il avait insisté pour mener la troupe afin de se faire un nom. Les rapports annonçaient 3 orques. Il crut que l'affaire serait facile, même pour lui qui ignorait tout du commandement. Mais la réalité fut autre. Plus de 20 orques surgirent. Et presque tous périrent à cause de son arrogance. Serrant les poings, il se promit que cette fois, les choses seraient différentes. Les monstres n'avaient ni stratégie ni ruse, il pouvait les vaincre. Restait un problème. Les soldats lui feraient-ils confiance, lui que tous considéraient comme un incapable? Ses pensées furent brusquement interrompues. Soudain, un vacarme éclata. Un poste de garde en bois vola dans les airs et s'écrasa devant lui. Un soldat hurla que les orques arrivaient. En un instant, le camp plongea dans le chaos. Les hommes tentèrent de se mettre en formation, mais Ghislain fut stupéfait. L'attaque survenait plus tôt que dans son souvenir. Les orques déferlèrent, balayant les soldats de leur hache massive et de leur force brute. Alors, une voix puissante s'éleva. Un homme en armure bleue, le commandant de l'escouade, exhorta ses troupes à ne pas céder à la panique et ordonna une formation défensive. Il s'appelait Escovan. À peine s'élança-t-il vers un ORC que la créature abattit son épée sur lui. Escovan para le coup de justesse, mais comprit trop tard que ses hommes avaient relâché leur vigilance. L'ennemi les avait pris par surprise. Pire encore, leur nombre dépassait largement les rapports. Alors qu'il réfléchissait, un cri l'avertit. Derrière lui, un ORC levait son arme, prêt à l'écraser. Mais une silhouette bondit, le saisit par l'épaule et le repoussa en arrière. Escovan se retourna. C'était Ghislain. Avant que la hache du monstre ne s'abatte, le jeune maître planta sa lame dans sa main et lui trancha la main du monstre d'un geste sec. Puis, d'un revers, il entailla sa cuisse. L'ORC hurla et s'effondra. Les soldats, stupéfaits, observaient leur maître abattre la bête. Ghislain, frustré par la faiblesse de ses coups, comprit qu'il ne pouvait pas encore utiliser le mana. « Si seulement j'étais revenu plus tôt », pensa-t-il. Il se tourna vers Escovan et demanda qu'on lui remette les droits de commandement. Le capitaine, interloqué, resta bouche bée. Ghislain, l'idiot du domaine, réclamait l'autorité suprême au milieu de la bataille. Escovan refusa net. D'un ton ferme, il lui rappela que ce pouvoir venait du Seigneur en personne et ne pouvait être cédé à la légère. Ghislain, contrarié, comprit néanmoins, lui-même n'aurait jamais confié un escadron à un incapable. Un nouvel ORC chargea. Escovan ordonna à son jeune maître de reculer, affirmant qu'il n'avait ni l'expérience ni la légitimité pour mener la troupe. Mais Ghislain se mit en garde. Il savait qu'il n'avait plus le choix. À la surprise générale, il lança son épée.
L'épée passa de justesse près de la tête de Escovan. Celui-ci, furieux, saisit Ghislain par le col, exigeant des explications. C'est alors qu'un bruit sourd retentit. Derrière lui, l'ORC s'écroula. La lame de Ghislain s'était fichée en plein milieu du crâne. Le monstre ne poussa même pas un cri. Escovan, abasourdi, ne comprenait pas comment le jeune maître avait visé avec une telle précision. Ghislain, le visage illuminé d'un sourire, lui lança « Dis-moi, commandant, quelle est la chose la plus importante sur un champ de bataille ?» Puis il répondit lui-même « Il n'y a aucun espoir de victoire si les troupes sont rongées par la peur. » Ces mots trouvèrent aussitôt un écho, car les soldats tremblaient, effrayés par les cris gutturaux des orques. Ghislain leva son épée et déclara « Alors, il nous faut reprendre l'élan. » À ces mots, il s'élança. Retirant sa lame du crâne du monstre, il bondit au cœur de la horde et planta sa lame dans la tête d'un nouvel ORC. Debout sur le cadavre fumant, il poussa un cri qui résonna à travers tout le champ de bataille. Ghislain provoqua les monstres en hurlant qu'ils pouvaient tous venir, qu'il les tuerait jusqu'au dernier. Les orques tournèrent aussitôt leur attention vers lui. Le jeune maître trancha le ventre des deux premiers et sectionna la main du troisième. Tandis que des têtes volaient dans les airs, Escovan se demanda s'il rêvait. Comment le frêle héritier pouvait-il réduire ainsi ses créatures en charpie, alors que lui-même, malgré sa maîtrise du mana, peinait à agir? Le commandant remarqua pourtant que Ghislain, déjà épuisé, économisait chaque mouvement, esquivant de justesse avant de frapper les points faibles. Il combattait tel un maître épéiste privé de mana. Puis, avec un sourire insolent, Ghislain provoqua les monstres, ils n'étaient pas encore échauffés. En courant, il les railla encore, prétendant qu'ils ne méritaient pas leur réputation de race guerrière. Ricardo, stupéfait, vit les orques se ruer tous ensemble sur le jeune maître. À ses côtés, un soldat fit remarquer que ce dernier fuyait tout en les insultant. Ricardo appela Escovan, inquiet. Le commandant, lui, comprit qu'il s'agissait là d'une manœuvre pour attirer l'attention des créatures. Mais pourquoi diable Ghislain se dirigeait-il vers cette direction précise? Soudain, Escovan saisit. Là-bas se trouvait une falaise. Alors, il ordonna d'élever un mur de boucliers et annonça que la troupe suivrait le jeune maître. Arrivé au bord du précipice, Ghislain pensa que, si Escovan était un vrai commandant, il devait avoir deviné son plan. Bloquant les attaques qui s'abattaient sur lui, il attendit. Bien qu'il eût préféré abattre lui-même chaque ORC, son endurance misérable l'en empêchait. « J'ai déjà fait assez », murmura-t-il en souriant. Au même instant, un fracas retentit. Derrière les orques, les soldats avançaient en mur de boucliers, les lances pointées. Ghislain eut un sourire satisfait. Tout était parfait. Puis il sauta du haut de la falaise. Aussitôt, Escovan hurla à ses hommes de pousser les monstres. Les soldats chargèrent, transperçant de leurs piques les créatures, hurlant à plein poumon. Sous l'assaut, les orques basculèrent un à un dans le vide. En contrebas, le sol s'imbiba de leur sang. Les hommes, encore tremblants, ne pouvaient croire qu'ils venaient d'exterminer une horde entière. Escovan s'approcha du bord et appela son maître. À sa stupeur, Ghislain était suspendu à flanc de falaise, agrippé à son épée fichée dans la roche, haletant. Voyant son sourire, le commandant tendit la main pour le hisser. Mais les forces de Ghislain l'abandonnèrent. Sa poigne faiblit et il lâcha la lame. Sous les regards horrifiés, il chuta. La scène se dissipa. Une voix l'appela. Ghislain la reconnut aussitôt, Elna, sa petite sœur. Des souvenirs l'assaillirent. Ses larmes le jour de la mort de leur mère, ses remerciements maladroits, mais aussi ses mots cruels lorsqu'elle lui avait crié qu'elle le haïssait. Bouleversé, il revit son visage. Alors qu'il sombrait, une main se tendit vers lui. Toujours dans son inconscient, c'était elle, la petite fille, qui lui affirma vouloir l'accompagner. À cet instant, il ouvrit les yeux. Il se trouvait dans une chambre, un linge humide sur le front. Soulagé, il comprit que les soldats l'avaient sauvé de sa chute. Peut-être n'était-ce qu'un rêve, mais lorsqu'il se redressa, une douleur cuisante parcourut tout son corps. Il réalisa qu'il payait le prix de ses efforts insensés. Alors qu'il tremblait de souffrance, une porte s'ouvrit. Une jeune femme aux cheveux blancs entra, portant un seau. Son visage s'illumina en le voyant éveillé. Ghislain resta stupéfait. Belinda. Elle posa son seau sur la table, avoua son inquiétude et rappela qu'elle lui avait dit de laisser les soldats combattre à sa place. À sa grande surprise, Ghislain la serra soudain dans ses bras. Interdite, elle lui demanda si elle l'avait offensé. Mais il répondit qu'il était simplement heureux de la revoir. Car Belinda n'était pas seulement sa servante. Depuis l'enfance, cette femme avait été sa tutrice, la seule à ne jamais l'abandonner, malgré ses idioties et ses excès. Après la chute de la maison Perdium, Belinda avait disparu.
Ghislain n'avait plus jamais eu l'occasion de la revoir. À présent, la jeune femme, souriante, lui demanda pourquoi il paraissait si heureux, puisqu'il se voyait chaque jour. Ghislain songea qu'il était temps de lui dire la vérité. Il l'invita à l'écouter avec attention, puis lui révéla qu'un désastre s'abattrait bientôt sur leur famille. Surprise, Belinda lui demanda ce qu'il voulait dire. Le regard sombre, il affirma qu'il était mort, puis revenu à la vie. La servante éclata de rire, pensant qu'il faisait allusion au combat contre les orques qu'il avait presque tués. Mais Ghislain secoua la tête, il ne parlait pas de cela. Belinda soutint alors qu'il était le seul en danger, pas la maison. Il comprit à ce moment-là qu'elle ne croyait pas un mot de ses avertissements. Pour détourner la conversation, elle l'interrogea. Que ferait-il s'il était trop blessé pour assister au festival? Ghislain, surpris, sembla réaliser quelque chose. Belinda lui rappela qu'Elna attendait ce jour avec impatience afin d'y aller avec lui. Elle ajouta que c'était une chance pour frères et sœurs de se rapprocher à nouveau. Le regard de Ghislain se posa sur un tableau représentant Elna et lui. Oui, à cette période de l'année, il y avait toujours un festival. Mais dans son ancienne vie, il n'avait jamais pu en profiter, trop accablé par ses blessures et ses rancunes. Il demanda donc à Belinda quand débuterait la fête. La jeune femme répondit qu'elle aurait lieu la semaine suivante. Et Ghislain comprit. C'était précisément ce jour-là que sa vie avait basculé. Dans une semaine, sa sœur mourrait assassinée. Alors qu'il réfléchissait, la porte s'ouvrit. Le souffle de Ghislain se suspendit lorsqu'il vit entrer Elna. La mémoire du festival le frappa comme une lame. Une semaine à peine, et sa sœur périrait, déchiquetée aux côtés de ses gardes. Ghislain se précipita pour l'étreindre. Belinda resta interdite, Elna aussi. La jeune fille, le regard rempli d'incompréhension, « Qu'est-ce que tu fais ?» Ghislain répondit qu'elle lui avait manqué. Mais Elna, agacée, le repoussa brusquement, il l'effrayait. Il demeura interdit devant la force avec laquelle elle l'avait repoussé, il ignorait qu'elle fût si vigoureuse. En époussetant sa robe, Elna expliqua qu'elle n'était venue que parce que Belinda le lui avait demandé. Elle l'interrogea, à quel jeu jouait-il? Pensait-il qu'il suffisait de ce manège pour effacer le passé? Ghislain, désemparé, voulut savoir de quoi elle parlait. Alors elle lui rappela, amère, qu'il lui avait ordonné de disparaître, parce qu'elle l'agaçait, et qu'il avait même dit se sentir dégoûté par le simple souffle de son haleine. Les mots la frappèrent de plein fouet. Ghislain se rappela qu'il avait été, dans son ancienne vie, un frère misérable, égoïste et méprisable. Pris de remords, il s'excusa. Belinda, sidérée, ne pouvait croire qu'il fût celui qui demanda pardon le premier. Elna, perplexe, le fixa. Avait-il perdu la tête? Après tout, un ORC ne l'avait-il pas frappé? Agacé, Ghislain protesta. Non, il n'avait pas été frappé. C'était lui qui avait terrassé les monstres. Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'une douleur fulgurante le traversa, et il s'effondra, un sourire bravache aux lèvres. Elna, les bras croisés, affirma qu'il était rentré inconscient du combat. En le voyant trembler au sol, elle et Belinda éclatèrent de rire. Ghislain, surpris, sentit néanmoins une chaleur familière l'envahir. Oui, tout se déroulait exactement comme dans ses souvenirs. Il se demanda pourquoi son ancien lui avait gâché tant d'instants précieux à s'enfermer dans la rancune et la fierté. Car, il le savait, au festival, dans son autre vie, il avait repoussé l'invitation de sa sœur, prétextant sa colère née de l'échec du raid. Ce fut la dernière fois qu'il la vit vivante. Son corps avait été retrouvé, réduit en lambeaux, aux côtés de ses gardes. Une colère sourde monta en lui. Pourquoi n'avait-il pas été là pour elle? Soudain, un coup retentit alors à la porte. Deux hommes en armure entrèrent. C'étaient les gardes d'Elna, Jamal et Philippe. Le premier informa sa maîtresse qu'il l'attendait. Elna fronça les sourcils. Ne leur avait-elle pas demandé de patienter dehors? Jamal s'excusa et lui expliqua que les domestiques souhaitaient qu'elle supervise les préparatifs du festival. Ghislain, stupéfait, intervint. Pourquoi confier une telle tâche à sa sœur? Belinda le reprit aussitôt. S'il ignorait tout de la situation, c'était parce qu'il passait ses journées à paresser. Elle lui révéla qu'il manquait de main-d'œuvre au domaine, si bien que même la jeune demoiselle devait participer. Ghislain, abasourdi, n'en revenait pas. Comment aurait-il su, lui qui ne s'était jamais soucié de ces choses? Elna annonça qu'elle devait partir. Mais au moment où elle se retourna, Ghislain la rappela d'une voix ferme. Cette fois, il voulait l'accompagner. Elna resta stupéfaite en entendant son frère se proposer de lui-même. Belinda, elle aussi, peinait à croire que son maître ait pris une telle initiative. La jeune fille, dubitative, se demanda s'il ne s'était pas vraiment cogné la tête. Dans la ville,
Les domestiques s'affairaient déjà à préparer le festival. Les bruits de leur agitation se mêlaient aux éclats de voix. Beaucoup avaient entendu Elna rabrouer son frère. Elle lui expliqua que sa simple présence effrayait les gens, au point de les empêcher de travailler correctement. Ghislain, vexé, lui demanda si c'était ainsi qu'elle traitait ceux qui voulaient aider. Mais sa sœur répondit qu'il ferait bien mieux de rester en dehors de leurs affaires. Tandis qu'elle tentait de le repousser, il se rappela que son corps, dans sa vie passée, avait été retrouvé près des bas-quartiers, loin du terrain de fête. Quelqu'un l'avait donc attiré là-bas, où l'Y avait traîné de force. Pour éviter ce destin, Ghislain comprit qu'il devait connaître chaque recoin du château. Alors qu'Elna luttait toujours pour l'écarter, un soldat accourut vers eux, haletant. Ghislain reconnut aussitôt cette voix et s'étonna de voir paraître l'homme qu'il appelait Vieux Fergus. Le vétéran, essuyant son front couvert de sueur, se déclara soulagé de trouver son maître sain et sauf. S'inclinant humblement, il expliqua avoir couru dès qu'il avait entendu parler de l'attaque des orques. Mais Ghislain, agacé, lui ordonna qu'on cesse de rabâcher cette histoire. Elna s'approcha alors du soldat et, avec un sourire, le félicita pour sa ponctualité. Elle lui confia que son frère se comportait étrangement depuis son réveil et le pria de le ramener dans sa chambre. Fergus accepta sans hésiter. Ghislain, furieux, comprit que son image de vaurien jouait contre lui. Il dut céder. Mais il jura qu'il trouverait un autre moyen d'obtenir les informations nécessaires sur le château. Il demanda alors au vieux soldat de le conduire à un ancien terrain d'entraînement abandonné. Fergus, intrigué, voulut savoir pourquoi. Le regard dur, Ghislain lui annonça qu'il voulait s'entraîner. Le vétéran en demeura abasourdi. Lorsqu'ils arrivèrent enfin sur place, le jeune maître fut surpris. Le champ d'entraînement n'était nullement délabré. Les armes brillaient encore, parfaitement entretenues. L'endroit constituait un lieu idéal pour s'exercer, bien plus raffiné que tout ce qu'il avait connu dans ses années de mercenaire. Fergus expliqua que le domaine l'avait toujours maintenu en état, dans l'éventualité où le jeune seigneur souhaiterait s'en servir. L'homme ajouta qu'il avait toujours cru que les frasques de Ghislain n'étaient qu'une phase passagère. Le garçon comprit alors que, même dans sa vie passée, Fergus avait veillé sur lui de la même façon. Posant une main sur l'armure du soldat, il déclara qu'il voulait vivre longtemps et que mourir était une expérience atroce. Fergus, stupéfait, l'interrogea sur ce ton qui laissait entendre qu'il avait déjà goûté à la mort. Ghislain lui lança un sourire assuré et le félicita pour sa perspicacité. Oui, il était mort, et revenu. Le vieux soldat secoua la tête, refusant de prêter foi à ce qu'il prenait pour une plaisanterie. Alors Ghislain lui ordonna de sortir. Il voulait commencer son entraînement. Fergus s'inclina et promit de rester à l'extérieur. Seul, le jeune maître réfléchit. Toute sa vie, il avait traité les siens comme des adversaires. Il comprenait à présent combien sa vision avait été étriquée. Dans sa mémoire, il revoyait le désastre. Derrière la mort d'Elna se cachait un territoire voisin, dont les manigances avaient conduit Perdium à la guerre, précipitant sa ruine. La disparition de sa sœur avait marqué le début de la chute. Cette fois, il en décida autrement. Il redresserait le cours du destin. Pour cela, il devait forger un corps solide, même si le temps lui manquait. Il était certain de pouvoir aussi maîtriser le mana. Assis en lotus, il entra en méditation. Le mana, ressource surnaturelle, permettait aux hommes de dépasser leurs limites. Beaucoup affirmaient que la partie la plus difficile consistait à percevoir ces particules et à les absorber. Mais lui, même sur un champ de bataille chaotique, y parvenait avec facilité. Il relia les fragments flottants dans l'air, les rassembla, les fit tourner comme un fil autour d'une bobine, jusqu'à façonner un premier noyau de mana. Pour un vétéran de milliers de combats, cet exploit n'était qu'un prélude. Ce seul noyau n'avait pas suffi, dans sa vie passée, à l'élever parmi les 7 plus puissants guerriers du royaume. Ce n'était qu'en combinant le savoir obscur d'un grimoire à demi brûlé et le noyau naturel de l'homme qu'il avait découvert une méthode pour créer un second, puis un troisième noyau. Reliés entre eux, ces cœurs de mana formaient un réseau capable de libérer une force explosive inégalée. Ghislain hurla de douleur lorsque le mana se propagea dans tout son corps. Du sang jaillit de son nez, puis de sa bouche. Il comprit que pour l'instant sa limite était de 3 noyaux. Mais dans sa vie passée, il était capable d'en forger 5. Cette technique permettait de libérer une force explosive en un court instant, mais exigeait en retour une quantité colossale de mana. C'était précisément la raison pour laquelle, autrefois, il avait perdu contre Idun. Le noble chevalier, accompagné de tout un ordre, l'avait acculé lorsqu'il s'était retrouvé à court d'énergie. Ghislain était persuadé que, dans un combat singulier, il l'aurait vaincu. Il savait que cette méthode demeurait instable. Mais désormais, il disposait d'un corps jeune, d'un temps précieux. Il se jura qu'il serait celui qui trancherait la tête d'Idun.
Les traits contractés par la rage, il promit aussi de détruire les traîtres qui avaient aidé la maison Delphin à écraser le comté de Perdium. La scène bascula une semaine plus tard. Le jour du festival était arrivé. Ghislain, vêtu et armé, pénétra dans l'enceinte animée. Elna, surprise de le voir, l'interrogea. Elle rappela qu'il ne mettait jamais les pieds dans ce genre d'événement. Il lui expliqua qu'il devait bien, de temps à autre, se montrer, puisqu'il appartenait lui aussi à la maison Perdium. La jeune fille le dévisagea, intriguée, il avait changé. Elle lui avoua avoir appris qu'il s'entraînait depuis une semaine entière. Avec un sourire nerveux, Ghislain répondit qu'il n'y avait rien d'étrange à cela. N'était-il pas l'héritier d'une lignée de guerriers nocturnes? Elna répliqua qu'il n'avait jamais montré le moindre intérêt auparavant. Elle se rappela même qu'il avait qualifié leur père d'agaçant et affirmé attendre avec impatience de devenir seigneur. Mais sa sœur, radieuse, ajouta qu'elle aimait le voir ainsi, comme s'il était redevenu celui qu'elle avait connu autrefois. En l'écoutant, Ghislain comprit quelque chose. Ses actes, en modifiant le cours des jours, transformaient déjà son avenir. Au loin, il aperçut Belinda qui donnait des instructions aux gardes d'Elna. Elle les prévint qu'ils devraient trouver une solution si jamais le jeune maître causait des ennuis. Avec la foule de visiteurs, aucun incident ne devait survenir. Les deux hommes acquiescèrent avec assurance. Si le fil des événements semblait suivre la même trame, Ghislain avait conscience que chaque détail pouvait être altéré. Son rôle consistait désormais à utiliser ses souvenirs pour répondre de manière juste à chaque situation. Ainsi, il accompagna sa sœur durant toute la fête, surveillant les moindres gestes suspects autour d'eux. Après un long moment, Elna finit par s'asseoir. Elle lui confia qu'elle avait un peu profité du festival, mais qu'il devenait monotone. Chaque année, la même chose. Elle espérait des nouveautés. Ghislain, inquiet, trouva étrange qu'aucun incident ne se soit encore produit. Était-ce parce qu'il veillait sur elle? Tandis qu'il se perdait dans ses pensées, l'un des soldats à la garde d'Elna s'approcha et proposa à celle-ci de visiter un autre quartier. Un ami lui avait dit que de nouveaux jeux s'y déroulaient. La jeune fille, intriguée, accepta, serrant la main du garde. Amusée, elle affirma que ces festivités devaient être divertissantes. Mais en observant la scène, Ghislain sentit son cœur se glacer. C'est donc que les traîtres. Les deux gardes qui l'accompagnaient, Jamal et Philippe, étaient censés être les gardiens les plus fidèles d'Elna, ceux qui, dans sa vie passée, avaient trouvé la mort en tentant de la protéger. Or, tout indiquait qu'ils étaient en réalité les traîtres de Perdium. Avec un sourire fin, Jamal invita sa maîtresse à découvrir l'endroit. Pourtant, lorsqu'ils arrivèrent, il n'y avait âme qui vive. Elna, troublée, s'étonna. Pouvait-on organiser un événement dans un lieu aussi sale? D'un air nerveux, Jamal répondit que les préparatifs n'étaient pas terminés, que les gens ne tarderaient pas. La jeune fille crut à une plaisanterie et lui demanda en riant s'il comptait vraiment se produire dans un tel endroit. Pendant qu'elle parlait, Ghislain observait attentivement. La rue avait l'air déserte, mais il remarqua vite les sorties soigneusement bloquées. Tout était prémédité. Alors qu'il s'apprêtait à agir, sa sœur le tira par la manche et lui demanda de partir avec elle. Jamal invita sa maîtresse à rester pour assister au spectacle. Elna, fronçant les sourcils, lui répondit qu'elle ne regarderait jamais un divertissement dans un endroit aussi sordide. Ghislain, tentant de briser la tension, demanda à sa sœur si elle s'entraînait, ajoutant qu'elle lui paraissait étonnamment forte. Mais avant qu'elle n'ait le temps de répliquer, Philippe surgit devant elle, le visage assombri d'une expression inquiétante. Il pria la jeune fille d'attendre un instant. Voyant ses traits déformés par une lueur malsaine, Elna recula nerveusement. Elle leur dit qu'ils agissaient de manière étrange et voulut savoir ce qui se passait. Jamal, d'un sourire froid, s'excusa de l'avoir effrayée, avant de lui annoncer qu'une requête raisonnable avait été formulée. À peine avait-il prononcé ces mots que 3 silhouettes pénétrèrent dans la ruelle. 2 hommes vêtus de noir, et entre eux, celui qui paraissait leur chef, drapé dans un manteau bleu assorti à son chapeau. Son nom était Franck. Il félicita les traîtres pour leur efficacité. Jamal s'avança et déclara qu'ils avaient tenu leur promesse. La maîtresse leur était livrée, et leur accord prenait fin ici. Franck plissa les yeux en apercevant Ghislain aux côtés d'Elena. Il rappela à Jamal qu'il ne lui avait jamais demandé d'amener le garçon. Tremblante, Elna s'agrippa au bras de son frère, qui affichait un visage impassible et énigmatique. Alors, Jamal, d'un ton narquois, offrit Ghislain en prime, expliquant que l'imbécile les avait suivis sans deviner qu'il entrait dans sa tombe. Ghislain, d'une voix glaciale, demanda à Jamal s'il croyait vraiment pouvoir s'en tirer après les avoir trahis. Le garde ricana et lui conseilla de se soucier de sa propre survie. Il expliqua qu'ils étaient las de ce comté misérable, assiégé de barbares, et que beaucoup d'autres partaient déjà vers de meilleures terres. À cet instant, Ghislain fondit sur lui et, d'un seul coup d'épée, trancha son armure comme du papier.
Le corps de Jamal se déchira sous la lame, et la stupeur figea l'assemblée. Ceux qui partent, dit-il, ne cherchent pas à vendre les leurs. Puis il se tourna vers Philippe et lui demanda s'il avait tort. Le chevalier, furieux, saisit Elna comme otage et traita Jamal d'imbécile. Il refusa de croire qu'un chevalier puisse perdre face à un amateur. Mais avant même qu'il ne tire son arme, Ghislain lança son épée, qui se ficha en plein front. L'homme s'effondra, foudroyé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Elna se précipita vers son frère, bouleversé. L'un des hommes en noir demanda à son chef s'ils étaient réellement face à Ghislain. Son compagnon affirma qu'il n'avait jamais eu ni formation sérieuse ni expérience de combat. Franck, cependant, confirma que c'était bien lui. Malgré la surprise, il demeurait abasourdi. Le jeune maître venait d'abattre 2 chevaliers en un instant, avec des frappes infusées de mana. Tremblante, Elna demanda à son frère d'expliquer ce qui se passait. Il ne répondit pas. D'un geste précis, il frappa la nuque de la jeune fille, qui perdit connaissance. Il la déposa délicatement au sol, murmurant qu'elle devait se reposer un peu. Franck le remercia alors, ironique, de leur faciliter la tâche. Il affirma que Ghislain était bien différent de ce qu'on racontait et révéla que Jamal et Philippe devaient, de toute façon, être éliminés. Tirant sur sa pipe, il lui demanda s'il avait dissimulé ses véritables compétences tout ce temps. Ghislain, retirant son épée du crâne de Philippe, lui lança de répondre. Pourquoi se souciait-il de ses talents? Tout en jaugeant ses adversaires, il comprit que les 2 hommes en noir ne représentaient aucune menace sérieuse. Mais Franck dégageait une puissance inquiétante, une aura de mana d'un niveau bien supérieur. Ghislain sut qu'il devait en finir rapidement. Libérant son énergie, il fit apparaître ses fils de mana et, avant d'entrer en combat, exigea de savoir qui avait commandité l'enlèvement. Franck éclata d'un rire méprisant et déclara qu'un homme déjà mort n'avait nul besoin de connaître la vérité. Se campant sur ses appuis, Ghislain répliqua qu'il finirait par avouer de toute façon. L'un des sbires demanda à son maître s'il fallait lui trancher la tête. Franck, dans un sourire cruel, répondit qu'il voulait le capturer vivant et briser chacun de ses os, afin qu'il hurle jusqu'à la folie. À ces mots, les 2 hommes en noir se jetèrent sur lui. Ghislain tira un petit objet de sa poche et le lança. C'était juste un simple pétard, qui désorienta l'attention de l'un des assaillants. Profitant de sa distraction, Ghislain s'élança et lui planta son épée dans le crâne. Le second ricana en traitant la manœuvre de ruse grossière avant d'attaquer. Ghislain recula d'un pas, plaça sa lame derrière lui pour bloquer le coup, puis, pivotant, fit glisser son épée contre la main de l'adversaire. En une fraction de seconde, il lui trancha la tête. Le corps s'écroula. Aussitôt, Franck passa à l'offensive. Ghislain intercepta son attaque avec l'autre épée arrachée au bandit, prêt à affronter enfin celui qu'il sentait être le véritable danger. Franck demeura stupéfait. Il n'arrivait pas à croire que Ghislain eût réussi à bloquer son attaque dans une position aussi désavantageuse. Pour lui, c'était un coup parfait, imparable. Mais le jeune homme repoussa violemment la lame, se redressa et trancha net la gorge de son adversaire. La pipe de Franck tomba sur les pavés. À la grande surprise de Ghislain, l'assassin ne s'effondra pas. Serrant sa plaie, Franck concentra son mana autour de son cou et ricana, expliquant qu'il aurait perdu la tête sans cette protection. Ghislain comprit aussitôt. L'homme renforçait ses points vitaux avec son énergie. Le sourire mauvais de Franck s'élargit. Il déclara qu'il ignorait d'où le garçon avait appris cet étrange escrime, mais jura qu'il mourrait ici. Il repoussa brutalement Ghislain, certain que ce dernier ne pouvait rien contre lui avec un mana si faible. Pourtant, en entendant ces mots, Ghislain esquissa un sourire. Cette assurance déstabilisa Franck, qui perdit un instant sa concentration. Ghislain en profita. D'un revers de jambe, il lui asséna un violent coup au visage. L'assassin recula, furieux, jurant que de telles attaques ne pouvaient rien contre lui. Mais, aussitôt, il cracha du sang et s'effondra, pris de violentes quintes de toux. Il ne comprenait pas. L'impact de Ghislain avait percé ses défenses plus puissamment qu'il ne l'aurait cru possible. Tremblant, il réalisa que ce n'était pas une simple frappe. Quelque chose d'anormal se produisait. Lentement, Ghislain avança vers lui, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. Il avoua qu'il n'avait jamais imaginé trouver enfin le véritable coupable derrière la mort de sa sœur. Puis, dans un grondement glacé, il libéra son 3e noyau de mana. Franck demeura pétrifié. La pression magique qui émanait de l'adolescent venait de décupler. Avant même qu'il ne pût réfléchir, Ghislain disparut et reparut devant lui, rapide comme l'éclair. Les assauts qui suivirent étaient d'une violence inouïe. Franck para tant bien que mal, mais chaque choc faisait trembler ses bras, engourdissant ses mains. Sa lame se fissura.
Jamais il n'avait entendu parler d'une telle technique. Ce garçon transformait son corps et son énergie comme s'il était devenu un autre être. Profitant d'une ouverture, Ghislain brisa l'épée de son ennemi et, dans le même mouvement, enfonça sa lame dans son flanc. Franck hurla, plaqué contre un mur par la poigne de fer de son adversaire. Le souffle court, Ghislain lui rappela qu'ils n'avaient pas fini leur conversation. Il exigea de savoir qui avait commandité l'assassinat. L'assassin, haletant, dégaina un couteau dissimulé. S'il devait mourir, il emporterait Elna avec lui. Mais avant qu'il ne pût bouger, des fils de Mana se refermèrent sur sa main. Les yeux glacials, Ghislain prévint qu'un seul geste stupide signerait sa fin. L'assassin, stupéfait de voir une telle maîtrise, ne comprit pas quand le garçon avait eu le temps de tisser ses liens. La lame s'enfonça encore dans son corps. D'une voix caverneuse, Ghislain déclara qu'un homme de son niveau pouvait sans doute survivre à une telle blessure. Sauf si son noyau de mana venait à être brisé. Franck baissa les yeux et vit l'épée briller. La panique le saisit. Il hurla que Ghislain avait perdu la raison. Un reflux incontrôlé pouvait déclencher une explosion et réduire tout le quartier en cendres. Mais le jeune homme répliqua que seuls les incompétents commettaient une telle erreur. Lui maîtrisait parfaitement son pouvoir. Voyant ce regard implacable, Franck comprit qu'il allait mourir. Terrifié, il céda. Il avoua avoir été envoyé par le comte Desmond, qui cherchait un prétexte pour déclencher une guerre contre Perdium et la famille d'Esgard. Cette révélation frappa Ghislain comme la lame d'une guillotine. Dans sa vie passée, il savait que ce genre de besogne incombait aux familles alliées au duc Delphin. Ainsi, ce dernier avait tiré les ficelles sans jamais se compromettre. Il demanda si c'était pour cette raison qu'Elna devait mourir. Franck confirma. Alors, sans attendre, Ghislain enfonça sa lame à travers son torse. Suffocant, l'assassin rappela, dans un dernier ricanement sanglant, que son bourreau lui avait promis de rengainer son épée. Ghislain répondit par un sourire glacé, lui demandant pourquoi un meurtrier craignait la mort après avoir versé tant de sang. Franck éclata d'un rire dément. Il s'approcha du visage de son adversaire et murmura que rien ne changerait. Même mort, il avait accompli la mission du clan d'Esgard. Perdium serait voué à la guerre et à la ruine. Mais Ghislain lui écrasa le crâne contre le mur, affirmant qu'il était revenu d'entre les morts et que cette fois, tout se déroulerait autrement. Sa lame s'illumina d'un éclat aveuglant. Franck hurla, sa bouche cracha une gerbe d'énergie qui s'éleva dans le ciel et éclata comme un feu d'artifice. Puis son corps s'effondra, inerte. Haletant, Ghislain regarda autour de lui. Des cadavres gisaient sur les pavés. Ses yeux s'arrêtèrent sur le corps inconscient de sa sœur, et un lourd silence retomba sur la scène. Après s'être assuré qu'il n'y avait plus âme qui vive autour de lui, Ghislain laissa tomber son épée. Il inspira profondément, puis s'écroula au sol, pris d'une toux sanglante. Essuyant le filet rouge qui coulait de ses lèvres, il murmura que, dans sa vie passée, lorsqu'il était le roi mercenaire, former 3 noyaux de mana lui paraissait d'une facilité déconcertante. Mais désormais, il ne pouvait plus se permettre de faiblir. Il se releva en jurant qu'il ne tomberait pas ici. Titubant, il traversa la rue et enfonça d'un coup de pied la porte d'un bâtiment. L'air empestait le sang. 2 cadavres gisaient à l'intérieur. Dans sa vie passée, Ghislain se souvenait qu'à cet endroit, on avait retrouvé un corps aux côtés d'Elna. Les paroles de Franck lui revinrent en mémoire. Il comprit aussitôt que le jeune homme étendu devant lui n'était autre que le fils de la famille d'Esgard, exécuté avec son chevalier protecteur. Ces 2 innocents avaient été réduits au silence et travestis en assassins d'Elna. Le cœur lourd, Ghislain déplaça leur corps. Il savait qu'une guerre éclaterait si la vérité éclatait au grand jour. Il sortit alors une petite charge explosive, l'alluma et décida d'effacer toute trace. Tandis que le bâtiment s'embrasait derrière lui, il prit sa sœur inconsciente sur son dos et s'éloigna d'un pas lent, se jurant qu'il ne laisserait jamais les plans de ses ennemis se dérouler comme prévu. Alors qu'il avançait, une silhouette tapie dans les branches d'un arbre l'observa longuement. L'espion disparut sans bruit, et la scène se déplaça. Dans une salle obscure, autour d'une table ronde, plusieurs hommes attendaient. L'espion s'agenouilla et leur annonça que l'assassinat avait échoué. Un murmure de stupéfaction parcourut l'assemblée. Comment Franck et 2 chevaliers pouvaient-ils avoir failli? L'un d'eux s'emporta, accusant les subordonnés d'avoir relâché leur vigilance. Le messager, le visage crispé, répondit que l'échec venait de Ghislain Perdium. À ces mots, des éclats de rire incrédules fusèrent. Comment le bon Arien du Nord pouvait-il avoir vaincu leurs hommes? Mais le rapport était clair. Le garçon ne ressemblait en rien à la rumeur. Il se battait comme un autre homme, comme s'il n'était plus celui qu'il croyait connaître. Le messager tenta alors de rassurer ses maîtres. La famille d'Esgard avait déjà été éliminée, et il suffirait de peu pour déclencher une guerre territoriale. Il supplia qu'on lui accordât une seconde chance. Mais les voix grondèrent, furieuses. Ses supérieurs lui ordonnèrent de se taire,
affirmant qu'il avait déjà compromis leur plan et que son existence même n'était plus nécessaire. C'est alors qu'une voix glaciale résonna, brisant le tumulte. Depuis son trône, une silhouette imposante déclara que leur bavardage devenait insupportable. L'homme demanda au messager quel plan il avait en tête. Tremblant, ce dernier affirma qu'il pouvait se charger de Ghislain. Interrogé sur ses moyens, il répondit qu'il provoquerait un duel naturel contre lui. Un murmure parcourut la salle. On lui demanda quel champion il comptait choisir. L'espion prononça alors un nom, Cain Logès. Célèbre pour sa force brute et son escrime impitoyable, Cain était considéré comme l'incarnation même de la puissance. Bien qu'encore jeune, il n'avait pas d'égal au nord. De plus, il n'était autre que le cousin de Ghislain. Organiser leur affrontement ne serait qu'une question d'occasion et de manipulation. Le maître sur son trône planta son regard froid dans celui du messager. Il l'avertit qu'il ne bénéficierait d'aucune indulgence supplémentaire. Le moindre échec serait son dernier. Le messager s'inclina, jurant qu'il ne le décevrait pas. La scène se déplaça, et le décor changea. Dans la salle d'entraînement du domaine de Perdium, le vieux Fergus entra discrètement. Il informa son maître que l'heure du repas était venue. Mais avant qu'il n'achève sa phrase, il s'interrompit, stupéfait. Une épée venait de glisser jusqu'à Ghislain, tirée par un fil invisible. Le jeune homme manipula calmement sa lame, testant l'élasticité et la précision de ce fil de mana qu'il avait tissé. En s'exerçant, il croisa le regard de son vieux chevalier. Fergus s'approcha, s'excusant de troubler son entraînement. Il demanda comment son maître avait réussi un tel prodige. Ghislain lui montra le fil. Cette technique, expliqua-t-il, se nommait le fil de mana. Une utilisation particulière de l'énergie, la modelant en cordage invisible. Dans sa vie passée, il en usait sans cesse. Mais aujourd'hui, il devait imploser son noyau pour en reproduire la puissance, faute de réserve suffisante. Le seul moyen, désormais, était de limiter le nombre de fils. Fergus, ébahi, avoua n'avoir jamais vu pareille maîtrise, lui qui croyait pourtant bien connaître l'art du mana. Comment son maître, réputé sans talent, pouvait-il créer une telle technique? Ghislain lui demanda s'il était venu pour une autre raison. Le vieux chevalier baissa alors la tête et le remercia d'avoir protégé Helena. Ghislain resta interdit devant ces mots de gratitude. Il répondit qu'il n'avait fait que son devoir, puis invita Fergus à partager son repas. Après l'incident, le festival fut interrompu. Un scandale avait éclaté après la tentative d'enlèvement de la jeune héritière. Dans la salle à manger du château, Helena se plaignait à son frère. Personne ne la croyait lorsqu'elle affirmait qu'il l'avait sauvée. Elle le supplia de parler, de se justifier devant tous. Ghislain, calme, lui assura que cela ne servirait à rien. Nul ne le croirait davantage. Belinda, irritée, confirma les propos d'Helena. Elle jura que Jamal et Philippe avaient bien tenté de l'emporter, les traitant de pervers qu'elle avait toujours soupçonnés. Ghislain observa sa sœur. La voir en vie lui réchauffait le cœur. Il avait, pour l'instant, déjoué la guerre. Mais il savait que leurs ennemis n'abandonneraient pas si facilement. Et, en son fort intérieur, il comprit qu'il ne pourrait pas les arrêter seul éternellement. S'il voulait protéger les siens, il lui faudrait bâtir sa propre force militaire. Alors qu'il réfléchissait, une servante entra discrètement dans la pièce, poussant un chariot chargé de plats. Ghislain se dit qu'il lui faudrait, tôt ou tard, s'impliquer dans la politique s'il voulait obtenir les moyens nécessaires à ses projets. La jeune femme déposa une assiette devant lui. Lorsqu'il souleva le couvercle, il ne découvrit qu'un simple morceau de pomme de terre. Saisi d'étonnement, il se tourna vers Belinda et lui demanda pourquoi elle commençait par le dessert. La servante ouvrit de grands yeux, incrédule, et lui rappela qu'il semblait ignorer l'état misérable dans lequel se trouvait leur domaine. À cet instant, des cris résonnèrent à l'extérieur du château. Ghislain sursauta. Devant les grilles, un homme trapu, à la barbe hirsute, exigeait des compensations pour les pertes engendrées par l'annulation du festival. Il n'était pas seul. D'autres marchands brandissaient des fourches et réclamaient de l'argent, hurlant que la maison Perdium devait payer. Les gardes, débordés, suppliaient la foule de se calmer. Intrigué, Ghislain s'approcha de la fenêtre et observa la scène. Il n'en croyait pas ses yeux. Belinda, d'une voix grave, lui révéla qu'elle s'y attendait à ce soulèvement. La prospérité du comté dépendait presque entièrement des bénéfices du festival. L'année précédente avait apporté assez de profit pour contenter les marchands. Mais cette fois, après seulement une journée écourtée par le chaos, leur colère était inévitable. Ghislain recula, accablé. Jamais il n'aurait imaginé que leur situation fût si précaire. Il comprit qu'il devait agir vite. Si rien n'était fait, les marchands deviendraient incontrôlables.
Il demanda alors à Fergus de lui dire ce que faisaient les soldats et lui ordonna d'envoyer la garnison calmer la foule. Le vieil homme, tête basse, lui révéla qu'il n'avait plus de troupes disponibles. La majorité avait été envoyée dans la forêt des monstres pour réparer les dégâts causés par le récent raid des orques. La nouvelle le frappa comme une gifle. Perdium semblait voué à vivre dans une guerre perpétuelle. Au nord, les barbares. À l'est, la forêt infestée de créatures. Et maintenant, il n'y avait plus ni argent, ni soldats pour protéger le comté. Tirant Belinda à l'écart, il lui rappela qu'elle gérait sa trésorerie et lui ordonna d'utiliser ses fonds personnels pour apaiser les marchands. La jeune femme, abasourdie, lui avoua qu'il n'avait plus un sou. Le comte avait coupé son allocation depuis longtemps, lassé de ses dépenses insensées. Incapable d'y croire, Ghislain la pressa de lui prêter de l'argent. Mais Belinda secoua la tête. Elle n'avait pas de liquidité non plus. Le regard perdu sur la ville visible par la fenêtre, Ghislain songea à l'ampleur du désastre. Sa famille était ruinée, privée de ressources et de moyens militaires. Même ses connaissances de l'avenir semblaient vaines sans argent pour agir. Tout devenait clair. Sa première priorité serait d'amasser des fonds. Peut-être existait-il sur le domaine quelques trésors oubliés ou une ressource capable de changer leur destin. Tandis qu'il réfléchissait encore, la porte s'ouvrit brutalement. Ricardo entra en trombe, haletant. Surpris, Ghislain l'interrogea sur la raison de son agitation. Le soldat, inquiet, lui annonça qu'un problème grave venait d'éclater. Cain Loges voulait le voir. La scène se déplaça aussitôt. Escovan, le commandant, gisait à terre, le visage tuméfié, luttant pour se relever. Son adversaire, impitoyable, le frappa d'un violent coup de poing à la poitrine. L'armure se cabossa sous l'impact et Escovan s'effondra, incapable de résister davantage. C'est à ce moment-là que Ghislain franchit le seuil de la taverne. Il aperçut son commandant étendu au sol, sanglotant presque, qui appela son nom d'une voix brisée. La colère s'enflamma en lui. En haut des escaliers, une silhouette massive descendit lentement. Cain, son cousin, souriait avec arrogance. Il le salua comme s'il s'était quitté la veille, sa voix dégoulinant de suffisance. Ghislain le détailla avec soin. Il n'avait aucun doute, c'était bien l'héritier du comté de Loges, l'allié traditionnel de leur maison. Dans sa vie passée, il se souvenait que Cain avait été à la fois son ami et son plus cruel ennemi. Pendant que Escovan agonisait au sol, Cain s'approcha nonchalamment. Ghislain demanda alors à Ricardo de lui expliquer la situation. Le soldat raconta qu'ils étaient venus ici à cause d'une rumeur de désordre. Ils y avaient trouvé Cain accompagné de son chevalier personnel. L'arrogant héritier, en les reconnaissant, avait aussitôt demandé si les histoires concernant Ghislain étaient vraies. Escovan avait commencé à répondre, répétant les rumeurs selon lesquelles le jeune maître, sans entraînement, avait terrassé un ORC à main nue et éliminé 2 chevaliers traîtres. Mais à peine eut-il ouvert la bouche que Cain lui avait saisi le visage avec un sourire cruel, l'accusant de mentir à l'héritier du comté de Loges. Puis, sans la moindre hésitation, il avait commencé à le battre sans merci. Avec un rictus, Cain avait alors expliqué que ce n'était qu'une leçon pour réveiller le commandant. Et, se tournant vers Ghislain, il affirma que tout cela ne serait jamais arrivé si celui-ci n'avait pas propagé de tels mensonges. Ghislain comprit aussitôt. Cet idiot orgueilleux ne l'avait jamais considéré autrement que comme un subalterne. Chaque fois qu'il venait à Perdium, il semait le chaos, et nul n'osait le réprimander. Son arrogance était louée comme un trait digne d'un héritier, tandis que lui-même, timide et en retrait, était méprisé par tous. Un sourire amer étira les lèvres de Ghislain en se rappelant combien ses souvenirs avaient empoisonné sa vie passée. Cain demeura stupéfait en voyant son cousin sourire. Jamais il n'aurait imaginé pareille réaction. D'ordinaire, Ghislain se serait déjà rué sur lui après tant de provocations. La scène bascula alors quelques heures en arrière, au comté de Loges. Cain se souvenait du moment où un espion l'avait approché, lui demandant de tuer Ghislain. L'héritier en avait été abasourdi. L'homme l'avait aussitôt rassuré, l'estimé, soutiendrait sa famille si la mission aboutissait. Cain, troublé, avait répondu qu'il n'était pas difficile de se débarrasser de son cousin, mais qu'abattre l'héritier d'un comté restait un problème délicat. Comment fallait-il s'y prendre? L'espion lui avait soufflé une solution, provoquer Ghislain en duel et maquiller sa mort en accident. Aux yeux du monde, cela ne passerait que pour une banale querelle entre jeunes héritiers. Pour parfaire l'illusion, l'agent se déguiserait en chevalier d'escorte et manipulerait les circonstances. Avec un sourire venimeux, il avait assuré à Cain que tout se déroulerait à merveille. L'occasion, avait-il ajouté, était trop rare pour être gâchée. Le jeune seigneur n'en croyait pas sa chance. Tuer son propre cousin sous le couvert d'un simple incident. Il avait aussitôt ordonné qu'on parte sans attendre. Mais, dans le présent, une idée obsédait Cain.
Cette mystérieuse organisation désirait-elle réellement éliminer Ghislain parce que quelque chose avait changé en lui? Cette pensée l'avait fait sourire. Assis sur les marches de la taverne, Kane interpella son cousin d'un ton narquois, lui demandant ce qu'il attendait, où était la surprise qu'il devait préparer pour lui. Ghislain, décontenancé, n'avait pas compris. Kane évoqua alors l'interruption du festival et affirma qu'il fallait raviver l'ambiance en s'amusant comme autrefois, insinuant qu'ils avaient toujours été en parfaite entente sur ce genre de frivolité. Le regard sombre, il le pressa de confirmer. Un instant, Ghislain resta perplexe, puis il se rappela. Autrefois, Kane exigeait qu'il lui procure du vin et des femmes à chaque visite. Et, par crainte d'être battu par son cousin colossal, il obéissait. Il y engloutissait des sommes folles, jusqu'à épuiser sa bourse. Belinda elle-même lui avait rappelé que son père avait coupé ses fonds à cause de sa prodigalité. Cette révélation lui arracha un regard amer. Son véritable trésor se trouvait là, devant lui, depuis toujours. Kane, impatient, le rappela à la réalité, exigeant qu'il apporte les réjouissances immédiatement. Mais Ghislain, cette fois, osa. Le visage fermé, il déclara qu'avant toute chose, son cousin devait rembourser sa dette. L'espion en resta interdit, choqué par l'éclat singulier qui brûlait dans les yeux du jeune Perdium. Kane, surpris, lui demanda de s'expliquer. Ghislain, un sourire en coin, lui expliqua que toutes les distractions réclamées avaient été payées de sa propre poche. Il exigea réparation, 1000 pièces d'or. Kane éclata de rire, sidéré. Tout cela, protesta-t-il, ne valait même pas 100 pièces. Ce qu'il avait pris n'était, selon lui, qu'un présent d'amitié, une sorte de redevance qu'il s'était imposée en tant qu'ami. Alors Ghislain, le sourire dur, rétorqua qu'il n'était rien d'autre que son paillasson depuis des années. Désormais, il voulait être payé, ou il cognerait jusqu'à ce que justice soit faite. La salle entière resta bouche bée devant son audace nouvelle. Kane soupira et se leva lentement. Il demanda si son cousin avait pris tant d'assurance simplement parce qu'il l'avait ménagé jusque-là. Pensait-il vraiment être devenu fort, lui qui colportait de ridicules rumeurs sur un combat contre un chevalier? Sa voix, emplie de mépris, claqua. Ghislain n'était qu'un parasite, un vaurien dont tout le Nord se moquait. À ces mots, son poing se serra et il lança son attaque. Mais Ghislain esquiva d'un pas souple. La surprise se peignit sur le visage de Kane, et Ricardo, tout comme l'espion, demeurèrent figés. Le colosse tenta alors un coup à la tête. Ghislain fléchit, se baissa, et enfonça son poing dans les côtes de son cousin. Kane étouffa un cri, stupéfait de ressentir une douleur si vive. Ghislain leva ensuite le bras pour frapper la tête, mais Kane, dans un réflexe, bloqua le coup et sourit d'un air mauvais. L'instant d'après, ses genoux cédèrent, et il hurla de douleur en tombant au sol. L'espion se précipita à son chevet, l'air paniqué. Ghislain, froidement, déclara qu'il savait pertinemment que Kane avait paré son attaque et qu'il exagérait. Le faux chevalier, tendant la main pour repousser le Perdium, intima à ce dernier de s'écarter. Dans la taverne, chacun retenait son souffle. Nul ne pouvait croire que Ghislain venait de mettre Kane à terre. Le jeune héritier de Perdium, en voyant cela, comprit aussitôt. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Kane, haletant, chuchota à l'espion pour savoir si son jeu avait été convaincant. Avec un sourire satisfait, l'homme lui assura que son rôle était parfait et que le terrain était désormais préparé. L'opinion publique verrait en Ghislain l'agresseur, ce qui justifiait un duel. D'un geste théâtral, Kane sortit alors un gant bleu de sa poche. C'était l'instant de sceller l'illusion. Levant le gant, il accusa son cousin d'avoir souillé la dignité de la noblesse par ses mensonges et d'avoir levé la main contre lui pour un simple échange de paroles. Mais avant même qu'il eût terminé, Ghislain lui jeta son propre gant au visage. Le défi était lancé. Dans un silence glacé, il affirma que c'était Kane qui avait humilié un héritier en public et agressé son chevalier. Le sourire aux lèvres, il lui demanda s'il osait nier ses faits. Kane, abasourdi un instant, finit par esquisser un sourire. Il avait toujours pensé que Ghislain était stupide, mais jamais il n'aurait cru qu'il fût assez fou pour creuser lui-même sa propre tombe. Avec un sourire carnassier, Kane dégaina son épée et déclara qu'il acceptait le duel. La lame pointée vers son cousin, il l'avertit de ne pas regretter son choix, même si la mort l'attendait. Ghislain, loin de se troubler, sourit à son tour. Il interpella Ricardo, qui répondit aussitôt. À la stupéfaction générale, il lui ordonna d'aller chercher tous les marchands qui protestaient devant le château et de leur annoncer qu'il les aiderait à gagner beaucoup d'argent. Ricardo resta interdit devant ce sourire un peu fou, mais obéit. Grâce à cette décision, l'atmosphère oppressante née de l'annulation du festival s'apaisa peu à peu. Les touristes, frustrés de n'avoir ni dépensé leur argent ni profité de leur séjour, retrouvèrent soudain un regain d'intérêt. Ghislain en était certain. Si un événement avait lieu maintenant,
il saurait embraser de nouveau la foule. La scène se déplaça sur l'estrade dressée en hâte. 2 silhouettes s'y faisaient face, entourées d'une marée humaine. L'excitation vibrait dans l'air, chacun attendant avec impatience le duel entre Kane et l'héritier de Perdium. La plupart espéraient secrètement voir Ghislain se faire écraser. Et à leur grand bonheur, l'annonce du combat ranima le commerce. Les échoppes rouvrirent, les marchandises se vendirent à nouveau, et même le gros marchand barbu, qui menait la révolte, se mit à collecter les mises. Tous pariaient sur Kane, convaincus que l'issue ne faisait aucun doute. Sûr de lui, Kane planta son épée dans le sol et reprocha à son cousin de transformer un duel sacré en foire commerciale. Le sourire arrogant aux lèvres, il promit que sa lame ne s'arrêterait pas, même en cas de reddition. Ghislain, qui savait déjà qu'il s'agissait d'un piège destiné à le tuer, déclara que la foule était assez nombreuse pour commencer. Mais l'espion intervint, rappelant qu'un pari ne pouvait se faire ainsi. Le marchand obèse, Hilar, révéla alors qu'aucun spectateur n'avait misé sur Ghislain, ce qui ne surprit personne. Seul un insensé l'aurait fait. Tous estimaient le résultat joué d'avance. Kane éclata de rire. Même son propre peuple ne croyait pas en lui. Le marchand proposa alors de parier non sur l'issue, mais sur le temps que l'héritier tiendrait face à Kane. C'est alors qu'un sac d'or s'écrasa sur la table. Ricardo soutenant Escovan, le commandant, qui paria pour Ghislain. Celui-ci eut un léger sourire. Une seconde bourse, encore plus lourde, tomba sur la précédente. Helena, le visage déterminé, affirma qu'elle misait sur son frère. La stupeur parcourut l'assemblée. Belinda, inquiète, rappela à la jeune fille qu'elle lui avait déconseillé d'agir ainsi. Mais il était trop tard. Le juge déclara que les combattants devaient se préparer. Ghislain, d'un ton calme, rappela qu'il était l'aîné et que cela paraîtrait étrange s'il prenait l'initiative. Kane, piqué au vif, s'étonna d'un tel aplomb. Les épées jaillirent. Ghislain invita son cousin à attaquer. Le signal fut donné. Kane bondit avec une brutalité fulgurante, son énorme épée s'abattant sur son adversaire. Ghislain réussit à bloquer le coup, mais fut surpris par la lourdeur de la frappe. Kane ricana, le traitant d'usurpateur qui jouait les grands frères alors qu'il était déjà tombé bien bas. D'un revers du pommeau, il le repoussa, puis tenta de lui fracasser le crâne. Ghislain se baissa à temps, mais dut esquiver le coup de pied qui pulvérisa le sol à ses côtés. La foule, sidérée, découvrit l'effrayante force de Kane. Belinda, paniquée, tenta d'entraîner Helena loin de l'estrade, mais l'espion souriait. Nul ne survivait à un duel contre Kane. Sa méthode était simple et implacable. Submerger l'adversaire par une puissance brute, l'empêcher d'attaquer, l'épuiser jusqu'à l'ouverture fatale. Ainsi avait-il toujours triomphé. Les assauts redoublèrent. Ghislain esquiva, encore et encore. Kane, presque amusé, constata qu'il restait insaisissable et même plus habile qu'autrefois. Alors, changeant de tactique, il saisit sa lame à pleine main et abattit le pommeau contre son cousin. Ghislain para de justesse, mais Kane profita de l'impact pour le saisir et le projeter en l'air. L'assemblée retint son souffle. Le colosse souriait déjà, persuadé que son adversaire allait s'écraser, impuissant. Mais Ghislain, rassemblant du mana dans ses jambes, se réceptionna avec grâce. Dès qu'il toucha terre, il fondit sur Kane comme l'éclair et lui asséna un coup au ventre. Kane chancela, médusé par la vitesse et la force inattendue de son cousin. L'espion n'en croyait pas ses yeux. L'héritier de Perdium avait condensé son mana pour stabiliser son corps et contre-attaquer. Alors, dans un souffle froid, Ghislain déclara que l'escrime de son cousin n'était qu'ignorance et vanité. Ghislain déclara que son cousin ne se croyait fort que parce que ses adversaires se laissaient intimider par la brutalité de ses coups. Alors, il prit sa garde et lui lança qu'il allait lui ouvrir les yeux. Ces paroles irritèrent profondément Kane, qui se rua sur lui. L'héritier de Perdium esquiva, bondissant de côté, puis, profitant de son élan, frappa du pied l'épée de son cousin pour le repousser. Quand la lame chercha à le faucher, il sauta, retomba souplement et, d'un mouvement net, trancha l'épaule de Kane jusqu'à sa main. Le colosse tenta de riposter en poussant son épée en avant, mais Ghislain se glissa de côté, écrasa la lame sous son pied et, dans le même instant, l'entailla près du cou. Du sang jaillit aussitôt des plaies qu'il avait ouvertes. La foule, saisie de stupeur, se mit à hurler. Personne n'aurait imaginé que l'héritier de Perdium fût capable d'une telle maîtrise. Plusieurs commencèrent à regretter amèrement d'avoir misé sur Kane. Helena, radieuse, demanda à Belinda si elle voyait bien la même chose qu'elle. Quant à Escovan, il esquissa un sourire satisfait. Kane, lui, constata que les blessures n'étaient pas profondes. Il comprit que son cousin aurait pu l'achever s'il l'avait voulu. Il se demanda s'il avait retenu sa lame volontairement. L'incompréhension l'envahissait. Comment Ghislain, ce cousin inutile qu'il avait toujours méprisé,
Avait-il pu atteindre un tel niveau d'escrime? Alors, sous le regard médusé de tous, l'héritier jeta son épée à terre. À ses yeux, l'écart de compétences était si grand que le duel n'avait plus rien d'un spectacle. Il déclara qu'il combattrait désormais à main nue. Cain, piqué au vif, s'emporta. Mais Ghislain, en retroussant ses manches, expliqua qu'il allait profiter de cette occasion pour lui donner une leçon et que ses poings suffiraient pour cela. La provocation abasourdit son cousin. Ghislain ajouta d'une voix ferme qu'il doublait la mise et pariait 2000 pièces d'or sur sa victoire. La foule entière en resta bouche bée. L'espion, lui, éclata d'un rire nerveux. Il croyait enfin la folie de Ghislain en train de le perdre. Le gros marchand invita alors chacun à placer ses nouveaux paris. Désormais, il s'agissait d'un combat à main nue entre Ghislain et Cain. Beaucoup se ruèrent encore sur Cain, certains jugeant Ghislain dément d'affronter à poing nu un colosse. Mais d'autres, troublés par ce qu'ils venaient de voir, osèrent miser sur lui. Cain, incrédule, se débarrassa de son manteau et brandit encore son épée. Il promit de tuer son cousin. Belinda, indignée, supplia Ghislain de reprendre sa lame pour l'arrêter. Mais il n'écouta pas, un sourire calme aux lèvres. Quand Cain s'élança pour le frapper d'un coup mortel, l'héritier esquiva en se baissant, se glissa sur le côté et lui asséna un crochet dans la cuisse, puis un direct foudroyant au menton. Cain chancela et s'effondra au sol, hébété. La foule explosa de cris. On commençait à comprendre que l'héritier pouvait réellement l'emporter. D'un ton froid, Ghislain ordonna à son cousin de se relever, précisant qu'il n'avait pas encore commencé. Furieux, Cain se remit debout et abattit de nouveau son épée. L'héritier de Perdium esquiva aisément, attrapa son bras, le tordit et l'immobilisa avant de lui enfoncer son genou dans les côtes. Cain cracha du sang. Ce fut un choc pour lui. Autrefois, Ghislain baissait toujours les yeux devant lui, se soumettait de lui-même. Aujourd'hui, il l'humiliait devant tous. Pris dans la rage et l'incompréhension, Cain tenta encore de se défendre, mais l'héritier ne lui laissa aucun répit. Les coups s'abattirent, méthodiques, implacables. Quand enfin il s'arrêta, le visage et le corps de Cain n'étaient plus que tuméfaction. Tremblant, l'héritier du comté voisin gisait à ses pieds. Ghislain le saisit par les cheveux et, d'une voix glaciale, déclara qu'il avait pitié son père. Il rappela que le comte Logès avait soutenu Perdium au bord de la ruine, par amitié avec le comte son père, et que malheureusement, son fils n'avait hérité ni de sa loyauté ni de son honneur. À ces mots, Cain se souvint d'une dispute ancienne. Il avait reproché à son père de continuer à aider Perdium, comparant cet effort à de l'eau versée dans un seau percé, alors que leur propre domaine souffrait déjà. Son père lui avait simplement répondu qu'il le faisait par amitié pour le comte Perdium. Revenu au présent, Cain, terrifié, vit le poing de son cousin se lever. Il ferma les yeux, certain que le coup viendrait. Mais rien ne tomba. Lorsqu'il rouvrit les paupières, il vit la main de Ghislain tendue vers lui. Celui-ci l'invita à se relever. Le silence s'abattit. Rouge de honte, Cain baissa la tête et, d'une voix tremblante, reconnut sa défaite. Tous restèrent pétrifiés devant la scène. Puis, peu à peu, la foule se mit à scander le nom de son jeune maître. Nul ne parvenait à croire qu'il avait réellement triomphé. Certains regrettaient déjà d'avoir parié sur Cain, tandis que d'autres, soulagés, remerciaient leur bonne fortune d'avoir misé sur Ghislain. Helena, rayonnante, ne put contenir sa joie. Son frère aîné avait gagné. Belinda, tout comme les deux soldats, demeurait muette de stupeur devant la victoire éclatante de leur maître. L'espion, lui, grimpa sur l'estrade et appela Cain avec fébrilité. Il s'approcha de lui en criant, exigeant de savoir pourquoi il avait reconnu sa défaite pour une simple désavantage. Il affirma qu'il avait placé sa confiance en lui. Mais Cain, le visage fermé, déclara qu'il en avait assez et qu'il valait mieux partir. Cette résignation irrita l'homme, qui se reprocha d'avoir misé sur un faible. Alors qu'il ruminait sa colère, Ghislain l'interpella avec un sourire narquois. Il affirma qu'il avait encore une tâche à lui confier. L'espion, pris de court, ne comprit pas de quoi il parlait. Ghislain leva la voix et annonça devant tous que cet homme venait de se porter volontaire pour offrir viande et boissons à l'assemblée entière. Un tonnerre d'acclamations s'éleva aussitôt. Les habitants, fous de joie, crièrent que leur jeune maître était le meilleur. L'espion, blême, protesta qu'il n'avait jamais accepté cela et exigea que Ghislain retire ses paroles. Mais l'héritier posa une main ferme sur son épaule et lui expliqua que c'était le prix à payer pour la défaite de Cain. Il ajouta qu'il s'attendait bien à ce qu'un homme comme lui dispose d'une telle somme. Puis, d'une voix glaciale, il lui rappela que cet argent ne serait pas déduit du pari et lui ordonna d'ajouter 2000 pièces d'or à la mise initiale de 1000. Son regard, chargé de menaces, ne laissait place à aucun doute. Le pauvre homme comprit que toute tentative de fuite lui coûterait la vie. Terrifié,
Il tomba à genoux et céda. Le lendemain, dans sa chambre, Ghislain posa un lourd coffret sur sa table. Lorsqu'il l'ouvrit, des piles de pièces d'or étincelèrent à ses yeux. Jamais il n'aurait cru obtenir une telle fortune grâce à un pari. Il pensa qu'avec cela, il pourrait sans doute engager une petite compagnie de mercenaires. Mais il savait aussi que l'argent ne viendrait pas éternellement. Ses ennemis ne lui laisseraient pas le temps. Il devait se hâter de préparer l'avenir et d'établir les bases de ses projets. Alors qu'il réfléchissait, il remarqua Helena et Belinda à ses côtés. Mal à l'aise, il leur demanda si quelque chose n'allait pas. Sa jeune sœur, le sourire aux lèvres, l'interrogea sur l'usage qu'il comptait faire de cette fortune. Ghislain, intrigué, lui demanda si elle voulait en recevoir une part. Mais Helena répondit qu'elle était seulement curieuse. Belinda, espiègle, prit la parole. Elle déclara qu'elle savait déjà. Elle rappela que l'anniversaire de Lady Amelia approchait et suggéra que son maître avait orchestré tout cela pour lui offrir un présent somptueux. Helena écarquilla les yeux, incrédule. Ainsi, son frère se donnait tant de peine pour briller aux yeux de sa fiancée? Ghislain, stupéfait, demanda s'il avait réellement une fiancée. Belinda, amusée, lui dit de ne pas feindre l'ignorance. Elle assura qu'il n'avait pas besoin de jouer les innocents par simple gêne. Helena confirma. Il s'agissait bien d'Amelia, issue du comté de Rayfold. À l'évocation de ce nom, le visage de Ghislain s'assombrit. Il se souvint de cette jeune femme, à la fois rayonnante et redoutée. Amelia Rayfold, noble parmi les nobles, adulée pour sa bienveillance et son attention aux plus pauvres, avait su conquérir l'amour de son peuple. Mais lui se rappelait surtout la vérité amère. Plus tard, cette même Amelia mènerait la rébellion et serait appelée la sorcière du Nord, scellant ainsi la chute de Perdium en s'alliant au duché de Delphin. Pour Ghislain, elle restait une traîtresse. Il esquissa pourtant un sourire ironique et demanda à Belinda quand leur père rentrerait. La servante lui répondit que le seigneur serait de retour dans une semaine. L'héritier jugea ce délai suffisant. Il se leva et annonça qu'il se rendrait au comté de Rayfold. Belinda, saisie, lui rappela que ce n'était pas encore l'anniversaire d'Amelia. Elle l'implora de révéler la véritable raison de ce voyage. Ghislain lui avoua sans détour, il comptait y trouver de l'argent. La scène se déplaça alors. Dans une rue, une noble dame posa délicatement ses chaussures au sol. Près de sa bouche, un bijou en forme d'araignée accentuait l'éclat de ses yeux rouges. C'était Amelia. Devant elle, une fillette en haillons hésitait, bouleversée qu'une grande dame lui offre ses souliers. Amelia, d'une voix douce mais ferme, déclara qu'elle seule méritait de marcher pieds nus sur cette terre. Puis, se tournant vers ses soldats, elle ordonna qu'on nourrisse et abrite les malheureux rassemblés là. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Tandis que les provisions affluaient, des remerciements fusèrent de toutes parts. Un instant plus tard, dans les jardins du manoir de Rayfold, Amelia se laissait laver les pieds par son chevalier, Bernard. L'homme louait la bonté qu'elle avait montrée ce jour-là. Elle, caressant son chat, expliqua que son père exigeait toujours obéissance absolue, mais qu'à ses yeux, le peuple suivait volontiers ceux qui savaient les nourrir et les protéger du froid. Bernard affirma qu'elle avait déjà conquis les cœurs, et que sa nature généreuse lui assurerait une place de choix dans la lutte pour la succession. À ces mots, Amelia lui asséna un coup de pied au visage. D'un ton glacial, elle exigea de savoir ce qui s'était passé lors du duel contre l'épée la plus redoutable du Nord. Bernard, la tête basse, s'excusa. Il avait voulu éviter d'attirer inutilement l'attention. Il rappela que l'heure n'était pas encore venue de révéler les véritables crocs de sa maîtresse. Puis, se prosternant, il baisa ses pieds et jura que sa lame lui appartenait, corps et âme. Amelia rappela à son chevalier qu'il n'était autre que sa lame, puisqu'elle avait tant investi en lui. Elle releva son menton d'un geste ferme et s'approchant de lui, le fixa d'un regard terrifiant. Elle lui interdit d'être faible. Puis, le relâchant, elle l'interrogea sur la situation avec les marchands. Bernard la rassura aussitôt. Elle n'avait nul besoin de s'inquiéter de la guilde marchande d'Axiom. Il expliqua que tous les matériaux destinés à la reconstruction du poste avancé de la forêt des bêtes, récemment détruit lors de l'attaque des orques à Perdium, étaient tous achetés par l'intermédiaire de leur guilde marchande. Par ce biais, ils récupéraient secrètement l'intégralité des fonds de soutien que le comte Rayfold envoyait chaque année à Perdium. Le chevalier ajouta qu'il recrutait également les soldats et chevaliers qui quittaient Perdium. Des hommes aguerris par leurs luttes incessantes contre les tribus barbares, et donc d'une valeur inestimable. Amelia loua son efficacité, mais rappela qu'ils devaient continuer à n'apparaître que comme de simples marchands. Elle expliqua qu'ils ne pouvaient révéler leur véritable identité avant d'avoir accumulé assez de puissance. Tandis qu'ils conversaient, un intendant arriva précipitamment dans le jardin. Bernard se redressa aussitôt et, d'un ton sec, lui reprocha son intrusion, qui lui avait permis de déranger sa maîtresse.
L'homme répondit qu'il venait d'apprendre l'arrivée de Ghislain Perdium aux portes du manoir. Amélia demeura saisie en entendant ce nom. Elle demanda la raison de sa venue. L'intendant révéla que le jeune héritier prétendait avoir des affaires à discuter concernant leur guilde marchande. Amélia et son chevalier échangèrent un regard stupéfait. La scène se déplaça dans le salon des visiteurs. Amélia y entra avec grâce et s'assit. Face à elle, Ghislain portait un manteau grossier et tenait une simple fleur. Il la salua poliment. La jeune dame, glaciale, répliqua que sa visite était importune, car il était arrivé sans prévenir. Elle lui demanda s'il n'avait toujours rien appris des règles de l'étiquette. Ghislain, un sourire tranquille aux lèvres, expliqua qu'il voulait lui offrir un présent en avance pour son anniversaire. Il posa la fleur sur la table et lui assura qu'il avait acheté auprès d'une guilde marchande dont il vantait le parfum délicat. Puis, feignant l'innocence, il précisa que cette guilde n'était autre que la guilde Axiom. Amélia, troublée, se leva brusquement. Elle déclara qu'elle n'entendait rien à ces insinuations et tourna les talons, affirmant qu'elle se retirait après avoir reçu son cadeau. Mais Ghislain, le regard soudain chargé d'une froideur inquiétante, lui intima de s'asseoir. La jeune femme, stupéfaite, sentit l'énergie qui émanait de lui. Cet homme, autrefois incapable d'aligner 3 mots devant elle, dégageait désormais une puissance redoutable. Il saisit la tasse de thé devant lui et, d'un ton calme, annonça qu'il ne voulait pas perdre son temps. Il déclara qu'il avait besoin d'argent et exigea 10 000 pièces d'or. Amélia resta interdite. Comment osait-il paraître ainsi à l'improviste et réclamer une telle somme? Elle lui demanda si c'était la volonté de son père. Ghislain assura que non, il agissait seul et voulait simplement l'or. Puis, d'un geste désinvolte, il renversa le thé sur le sol en souriant. Il affirma qu'elle n'avait jamais eu l'intention de l'épouser. Ces paroles frappèrent Amélia comme un coup de poignard. Mais le jeune héritier poursuivit. Il insinua que, si la rumeur venait à se répandre sur ses ambitions secrètes, ses rivaux dans la lutte pour la succession se réjouiraient. À cet instant, le chat d'Amélia bondit sur la table et feula contre lui. La jeune femme répondit froidement que sa plaisanterie était de mauvais goût. Ghislain, imperturbable, déclara qu'il garderait son secret, à moins qu'il ne sorte d'ici les mains vides. Amélia esquissa alors un sourire énigmatique et affirma qu'il n'en saurait rien. Elle appela Bernarf. Le chevalier entra aussitôt, la main sur la poitrine, et salua Ghislain. L'héritier se souvint aussitôt de lui, l'ombre fidèle d'Amélia, un combattant dont les talents pouvaient rivaliser avec les plus fines lames du Nord. Ghislain prévint que sa mort déclencherait une guerre territoriale. Il demanda si elle était prête à en assumer les conséquences. Amélia répondit qu'aux yeux du monde, un intrus avait semé le désordre et que son chevalier l'avait abattu. Voilà ce que l'on retiendrait de sa disparition. Puis, avec une douceur glaciale, elle donna l'ordre à Bernarf de le tuer. Le chevalier tira son épée sans hésitation. Ghislain, stupéfait par une telle réaction, comprit qu'il devait se résoudre à combattre sérieusement. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien.